Bonjour et bienvenue dans ce 9e numéro des Rendez-vous de l'Info. Et oui, déjà 9e numéro. Ce soir sur KTV, nous revenons sur l'actualité de la semaine en compagnie d'un invité. Il s'agit d'Hamdil Soumaïla, qui est représentant départemental des jeunes UMP de Mayotte, mais également élu à la mairie de Mamoudzou. Je vous propose d'aller le retrouver tout de suite. Je viens de retrouver notre invité, il s'agit d'Hamdil Soumaïla, représentant départemental des jeunes UMP de Mayotte et également élu à la mairie de Mamoudzou. Hamdil, bonjour. Bonjour Amiati, bonjour à tous. Vous avez décidé de nous emmener sur ce lieu. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et nous dire où nous sommes pour ceux qui nous regardent? Pour ceux qui nous regardent, on est à Tsunzu, mon village natal. Ça compte énormément pour moi, même si j'habite à Passement. Tsunzu 2. Tsunzu 2, c'est bien de le préciser d'ailleurs. Mais souvent je dis je suis de Tsunzu. C'est un lieu qui compte beaucoup pour moi. On est dans un petit quartier très tranquille où la vie, souvent on appelle les Mzungu, y habitent, mais qui côtoient aussi tous les natifs d'ici. Donc j'ai des amis ici, on se rencontre souvent dans cet espace, on échange de la vie tous les jours. Ça fait partie d'un village, d'un tout. Donc ici on est dans un village très harmonieux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on puisse venir ici pour notre émission. Donc on fera l'émission Sous les bambous dans le quartier de Tsunzu 2 avec vous Hamdil. Donc Hamdil, vous savez qu'on est là pour parler d'actualité. Donc on revient sur l'actualité de la semaine à Mayotte. Donc vous avez suivi les événements qui sont passés le mois dernier pour le coup avec ces affrontements entre les jeunes de Kaweni et les jeunes de Majicavo suite à un match de football. Donc suite à cela, des familles ont tout perdu, des familles sinistrées qui ont été relogées puis délogées, qui se retrouvent aujourd'hui à la charge de familles, d'amis, avec une grande solidarité pour justement les soutenir. Je vous laisse voir ce sujet d'Abi Saïda Dinani et d'Abbas Alidi. Plus de 100 kilos de riz ont été remis à l'association des jeunes talents ce samedi. Depuis le début des violences, ces jeunes se sont mobilisés pour récolter des fonds auprès des entreprises pour acheter des denrées alimentaires. Le lieu est symbolique. À 9h ce matin, des anonymes particuliers et des associations malgaches se sont cotisés pour remettre ces provisions aux familles. On a envoyé une équipe sur place pour relever à combien de familles. Donc on nous a dit qu'il y avait 16 familles à Disma. Donc on a dit ok, on a pris un sac de riz, une boîte de lait, des trucs comme ça, des savons, machin. On a mis à chaque fois on mettait dans un sac. Donc après on est parti là-bas, on appelait les familles, vous avez combien d'enfants, machin et tout. Ils venaient récupérer son sac et puis ils repartaient. Les vêtements sont stockés, les produits de première nécessité sont mis dans un camion jusqu'à Kaweni. Les jeunes se sont organisés pour partager tous les dons. Même si les associations se sont mobilisées pour venir en aide aux victimes, il manque des dons en matériel de construction. Ils sont encore nombreux à être hébergés et dépendants de la générosité des Kaweniens et des habitants de Majicavo. On a l'école T6 de Kaweni, enfin T6, T9 et T17 de Kaweni et aussi l'école de Kavanistad. Ils ont donné des vêtements, ce qu'il y avait des vêtements et tout. Après il y a aussi l'entreprise Angalia et il y a aussi l'association malgache qui ont participé aussi. Ils ont fait des courses, tout ça. Donc ils nous ont donné, on les a rapportés là-bas. On a fait une lettre. On l'a ramené à l'entreprise Moussada. On l'a déposé là-bas. On a amené aussi au dépôt de Sodifram. Donc on a été bien reçus. Ils nous ont proposé beaucoup de choses. Plus d'une vingtaine de jeunes étaient présents. Ainsi, hier, un état des lieux a été fait à Majicavo
pour trouver des référents pour que ce matin, une distribution de dons soit faite aussi aux familles à Majicavo Koropa. Amdil, la solidarité qui s'organise autour de ces familles grâce à des associations, notamment l'association Jeunes Talents, des associations malgaches de la zone de Kaweni justement. On n'entend pas parler des autorités. Qu'en est-il, vous qui êtes un élu de Mamoudzou? Quelle est votre position sur ce dossier, cette situation? Tout d'abord, je voudrais réagir déjà sur le sujet des violences, parce que c'est un sujet majeur dans le territoire de Mayotte, singulièrement à Mamoudzou, commune chef-lieu de Mayotte. C'est vraiment regrettable qu'avec un banal match de foot, on puisse en arriver à cette situation que nous avons connue il y a quelques semaines. Donc c'est toujours important que dans ces moments extrêmement difficiles, que des gens, des anonymes, d'abord puissent s'organiser pour apporter cette petite générosité par rapport à leurs moyens. Mais je pense que la ville de Mamoudzou a fait son rôle. Moi, je suis dans l'opposition, mais j'ai soutenu le maire dans toutes les actions qu'il a engagées, d'une part pour apaiser, parce que le plus important c'est ça, apaiser la situation. Donc il a pu canaliser malgré les soucis qu'il y avait, malgré la problématique, malgré les difficultés qu'il y avait dans les deux camps Majicavo et Kaweni. Le maire a pu et a su gérer la situation avec son équipe, avec le soutien des services de l'État, notamment la police nationale. Donc j'ai soutenu le maire dans toutes ses actions. J'ai compris que la ville de Mamoudzou avait mis à disposition, notamment pour ce qui est de ses administrés, ceux de Kaweni, des logements d'urgence. Ça a été le cas à Cavani. Des logements d'urgence dans lesquels les familles se trouvent encore aujourd'hui ou alors... Non, les familles finalement c'était des logements d'urgence pour 3 jours. C'était le stade le gymnase de Cavani. Donc les dispositions ont été prises, des nourritures également, des vêtements, j'ai cru comprendre, leur ont été également délivrés. Donc pour ce qui est par rapport à l'urgence de la situation, je pense que la ville de Mamoudzou a su répondre aux urgences. Maintenant, c'est vrai, il convient pour les années à venir d'avoir une politique plus large pour pouvoir arriver à répondre à ces situations d'urgence, parce que ça a été fait en catastrophe. Si le président du conseil général avait refusé de nous donner le gymnase, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on aurait pu loger ces gens-là? Donc une politique générale doit être menée, une réflexion générale doit être menée dans ce sujet. Mais oui, je pense que la ville de Mamoudzou a su répondre à l'urgence. Maintenant, il convient de continuer pour que ce qui s'est produit il y a quelques semaines ne puisse plus se reproduire. Oui, parce que justement, si ça se reproduit, les dégâts, cette fois-ci, seront je pense, beaucoup plus importants, et la possibilité de la mairie de Mamoudzou de répondre encore une fois sera encore mise à mal. On est dans la commune de Mamoudzou. Imaginez-vous si c'était l'embrasement général. Qu'est-ce que ça aurait été? Donc raison pour laquelle ça soulève une réflexion plus profonde sur le malaise qu'il y a au travers de cette jeunesse, au travers du monde sportif, du milieu associatif. Il faut qu'on puisse ensemble se retrouver posément, essayer de trouver des solutions par rapport à toutes ces difficultés, notamment que rencontre la jeunesse de ce territoire. On reste du côté de la commune de Mamoudzou, là on reste également à Kaweni, où les parents d'élèves de l'école T12 sont mécontents et pointent du doigt la mairie de Mamoudzou justement. On regarde pourquoi dans ce reportage de Camille Lecar. L'école primaire T12, cadenassée par des parents excédés. Ils préviennent, ils ne partiront pas de là tant qu'ils ne seront pas entendus par les élus de la mairie de Mamoudzou. De la ferraille partout, des toilettes hors service, pas d'entretien des locaux, pas de femmes de ménage, pas de surveillance. Les doléances des parents ne s'arrêtent pas là. La mairie, wanatuan kasibo la gute waasider to markiatu da goni rununule wanatu zugute wabingi malikoli waisha da goni rwafanye shintu wale neder livi marke la mairie baner paramakini rikesi da goni rfanye hazatu na wanatu wasila likoli babolo je pari hanamba harina ilikoli ata duzini hunu wanasa wastoa biha izintongo pia. Trop c'est trop pour ces parents d'élèves, et même si la police surveille l'évolution de la situation de très près,
Les représentants espèrent un rendez-vous rapide avec la municipalité. Misidaide haki za wana watu wonse atsoja watsoni para vani msumtsaha na kade mera datsoja vani atsoko wonsi wamitisilihiza mtu wala tisi wanana mtu wala tisi menya shintu bentongo nita shiao nitade zi haki za wana watu ziparuhani na vandra balavani na kazi ntongozo kazafanyishiha na mkesura mbakarto bwa mlongo mana kamtojo nambiamba titojo ambilamba bwa mlongo nasir sujofanya wana wangie no neka wana wao zintuzo kazafanywa vana rabalavani wana wao kawatongia vavo. Encore une semaine où le quotidien des élèves est perturbé. Pour le moment, les parents indiquent qu'ils vont laisser leurs enfants à la maison. Donc on me dit des parents d'élèves excédés, mécontents. En fait, ces derniers temps, on en a vu beaucoup des parents d'élèves pas contents de ce qui se passe dans les écoles, notamment à cause de l'application des rythmes scolaires qui est prévue à Mayotte. Là, on voit que ces parents ne sont pas contents concernant l'état de délabrement des écoles, de l'école que fréquentent leurs enfants. Également, une histoire de distribution de collations qui n'est pas effectuée. Qu'en est-il ? Avant de rebondir sur les deux problématiques qui sont posées par les parents, sur les rythmes scolaires. Moi, quand on était en responsabilité, on avait bien fait comprendre au vice-recteur de l'époque, M. Roux, qu'on ne pouvait pas appliquer ces rythmes scolaires en l'état. J'ai même fait une lettre ouverte que j'ai adressée à Majani, le maire de Mamoudzou, en lui disant qu'on ne pouvait pas, en l'état des choses, en l'état des écoles, en l'état des moyens qui sont octroyés pour mettre en place ces rythmes scolaires, on n'était pas prêt. Nous manquons aujourd'hui à la mairie de Mamoudzou plus de 190 salles de classe. Sur les 37 groupes scolaires, on en a pratiquement 35 qui ne sont pas en normes de sécurité. C'est des problématiques qui ne pouvaient pas être en tout cas laissées de côté en disant parce qu'il y a une loi, il faut l'appliquer. La loi est faite pour améliorer les choses et non pour régresser. Donc moi j'avais tenu ce discours et j'avais même prévenu ce jour-là que quand les parents comprendront ce qui est en train de se mettre en place, ils vont se révolter. Donc ça, le risque était là. Moi j'avais prévenu tout cela. Force est de constater, malheureusement je le dis bien, que j'avais raison et que le maire ne m'avait pas nécessairement et sa majorité ne m'avait nécessairement pas écouté sur ce point. Maintenant pour ce qui est des deux problématiques posées sur le sujet que nous avons vu tout à l'heure, j'ai compris le problème de collation. Moi, je trouve, si vraiment ce que ces parents sont en train de dire c'est vrai, c'est inadmissible que des parents payent, avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui, que les parents payent et que les enfants n'ont pas le droit en tout cas ne sont pas fournis en termes de collation scolaire. Ça serait inadmissible et moi je demanderais tout simplement à ce que le maire puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette situation-là se rétablisse dans les meilleures conditions. Maintenant pour ce qui est de l'insalubrité et l'état de délabrement dans les écoles, je pense que je l'ai toujours dit. Et là je ne vais pas nécessairement accuser le maire. Je dis qu'il y a deux phénomènes. Un, j'ai toujours demandé moi à ce que les directeurs d'école, d'ailleurs le maire leur avait écrit, et là ce jour-là je l'ai soutenu en disant il faut que le maire actuel. D'accord. J'ai dit il faut que les directeurs d'école aussi fassent un peu d'effort pour surveiller un peu parce que c'est pas normal que tous les jours, et c'était ça le quotidien. Aujourd'hui, dans le budget de fonctionnement de la ville de Mamoudzou, plus de 35% allaient dans la réhabilitation des sanitaires. C'est pas normal qu'une pièce qui soit changée, aujourd'hui, le lendemain, la pièce elle est défectueuse, la pièce elle est cassée. Et c'était le quotidien dans les écoles. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais qui assure ce contrôle ? Et justement, c'est pourquoi, c'est là où j'ai demandé, en tout cas, j'ai soutenu le maire quand il a demandé au directeur d'école qu'il soit un peu plus, concerné. Voilà. On a l'impression que c'est les élus qui les cassent. C'est pas les élus qui cassent ça, c'est les enfants. Et pourquoi tous les jours, au quotidien, il y a des appels des directeurs qui appellent le service technique à la mairie pour dire qu'il y a une fuite d'eau, que le robinet est cassé. C'est pas normal. Donc moi, quand le maire a écrit au directeur pour leur demander d'être un peu plus regardant sur ce que font les enfants
sur les récré absents. Quand ils sont en récréation, oui. Donc moi je pense que c'est normal que j'ai vu que les directeurs n'étaient pas nécessairement, en tout cas les syndicats qui représentent les instituts n'étaient pas nécessairement contents, mais je pense que c'est aussi une responsabilité partagée. On doit tous, chacun à son niveau, se sentir impliqué et concerné. Donc oui, il faut que la mairie répare, il faut que la mairie prenne ses responsabilités, mais aussi il faut que tout l'entourage de l'école puisse aussi s'impliquer pleinement dans cet état de fait. Donc on reste dans le monde de l'éducation, cette fois avec les enseignants en grève. Donc c'était ce lundi 7 octobre, une entrée en grève donc d'un côté avec le syndicat UNSA et de l'autre côté l'intersyndicale SNES, FSU, CGT, Éduc, Sud et FO. Les précisions de Camille Leca. Dès 8h, ils étaient près de 140 enseignants rassemblés place de la République. Emmenés par l'intersyndicale SNES-FSU, CGT Éducation, FO et Sud, ils ont ensuite défilé dans les rues de Mamoudzou pour rejoindre la préfecture. Exprimant leur colère face aux incertitudes qui règnent toujours autour de la réforme de leur statut, ils ont exigé qu'une réunion soit convoquée d'urgence avec le préfet. Alors là, qu'est-ce qu'on attend ? On attend, alors, au plus optimiste, c'est qu'il nous annonce que le gouvernement, effectivement, sur les points sur lesquels il avait semblé revenir, à savoir sur l'indemnité d'éloignement, sur ces points qui ne sont pas encore précisés, qui nous donnent la précision effective, mais on se doute bien que le préfet ne doit pas être en mesure de le faire, ou tout au moins, au minimum, de faire remonter les revendications au niveau de l'État pour accélérer les choses. Sur les coups de 10h30, les représentants syndicaux obtiennent gain de cause et rentrent enfin dans l'enceinte de la préfecture. La réunion, qui aura duré plus d'une heure, est présidée par le secrétaire général Bruno André. À la sortie, les mines sont plutôt bonnes, mais les avancées, elles, restent limitées. Les représentants syndicaux attendent toujours des décisions concrètes. Après les parents d'élèves, autour des enseignants d'être mécontents, on me dit que ça fait une rentrée quand même un peu mouvementée pour les jeunes enfants de Mayotte. Souvenez-vous, Amina, il y a un peu plus de 2 ans et demi, on nous avait promis une république apaisée. C'était le candidat socialiste au poste du chef de l'État. Depuis 2 ans, on ne voit aucune France divisée. Tout le monde est divisé. Du mariage gay, mariage pour tous, cette idée stupide, je le dis et je l'assume, jusqu'à... On n'a jamais vu, depuis la 5e République a été créée, des huissiers descendre sur la rue. Ça a jamais, en tout cas, on n'a jamais vu ça. Des huissiers, des avocats, des notaires. Des avocats, des pharmaciens. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, nous avons la France qui est divisée par ce gouvernement, qui fait toujours un pas en avant, 3 pas en arrière, qui n'arrête pas de promettre ce qu'il ne pourra pas tenir. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc les enseignants, d'ailleurs, qui pour beaucoup peut-être sont déçus, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les syndicats majoritaires dans la fonction publique, notamment pour ce qui est de l'éducation, ils ont voté pour Hollande. Mm-hmm. Ils ne sont pas cachés non plus. Maintenant, ils voient que ce gouvernement-là les a trahis, ils le manifestent. Donc moi je pense que... Oui, beaucoup parlent de trahison, d'un manque de confiance avéré maintenant envers ce gouvernement. De toute façon, aujourd'hui, la France, on a perdu confiance. On a perdu confiance en ce gouvernement, on a perdu confiance en ce président de la République. Quand on est 90% des Français qui ne font pas confiance à ce gouvernement-là, les entreprises ont perdu confiance, les ménages ont perdu confiance. Aujourd'hui, tout le monde attend les 2 ans de la fin de ce quinquennat pour qu'on puisse repartir de nouvelles bases. Donc oui, nos enfants sont en train de... Donc pour vous, cette grève est justifiée ? Justifié dans la mesure où on a signé un contrat, en tout cas les enseignants ont signé un contrat avant de venir sur ce territoire. Il ne faudrait pas qu'on revienne sur le contrat qu'ils ont signé, tout simplement. Donc le gouvernement doit revenir sur la décision qui est en train d'être prise, parce que j'ai compris qu'ils ont eu une discussion avec le représentant ici. C'est le ministère là-bas qui doit trancher sur cette question, mais je pense qu'on ne peut pas, en cours d'année scolaire, en cours de contrat, changer les termes
terme du contrat, comme ça, parce que sinon, ça serait aussi pénalisé aujourd'hui, les enfants qui sont pleinement pénalisés ici, en tout cas sur ce territoire. Donc Amdil, on passe à un autre sujet d'actualité. Donc cet accident qui a eu lieu à Mgombani, vous avez entendu parler ? Donc en fait c'est un accident de la circulation donc, qui a eu lieu dimanche dernier en début de soirée sur la route nationale 2. Donc 2 blessés ont été pris en charge. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Sur les coups de 19h30, les habitants du quartier de Mgombani se rassemblent au bord de la route nationale 2. Une voiture vient de percuter un scooter. Le conducteur du 2 roues et son passager ont été éjectés. Un des témoins nous a raconté la scène. En fait, il y avait une voiture qui était devant et l'autre voiture il était derrière. Donc là, le scooter il descendait. Après, la voiture qui était derrière, il dépassait l'autre voiture devant. Donc c'est là qu'il a dérapé, il a tapé le scooter. Selon d'autres témoins, le chauffeur de la voiture, responsable de la collision, aurait promis de faire demi-tour au rond-point pour ensuite venir en aide aux blessés. Mais il s'est enfui avant l'arrivée des pompiers et de la police. Une enquête a été ouverte ce matin pour retrouver le chauffard. Selon les forces de l'ordre, les 2 personnes éjectées du scooter ont rapidement été soignées et souffriraient aujourd'hui de blessures légères. Rappelons que cette portion de RN2 est réputée dangereuse à cause de nombreux accidents. Les automobilistes sont donc appelés à la plus grande vigilance. Un chauffard responsable de la collision qui prend la fuite, donc un délit de fuite, et également ce problème d'accident de plus en plus fréquent à Mayotte. Est-ce que ça note pas justement un besoin de réfléchir sur le réseau routier local ? On est dans des routes nationales, responsabilité de l'État. C'est important de le préciser, chacun à son niveau doit assumer ses responsabilités. On ne peut pas avoir des routes nationales sans qu'il y ait des espaces réservés pour les piétons. On ne peut pas avoir des routes nationales sans éclairage. Ça ne peut plus durer. On a beaucoup trop d'accidents. On ne peut pas avoir des routes nationales qui ne sont pas sécurisées. Comme vous le savez, comment l'urbanisation a été faite à Mayotte, les routes nationales qui passent au milieu des villages, ça se voit. C'est fréquent ici. Ici, pratiquement à Mayotte, toutes les routes nationales passent entre des maisons. Donc, avec des écoles à proximité aussi souvent. Donc il conviendra qu'il y ait une vraie réflexion sur ce sujet-là pour qu'on puisse avant tout protéger les habitants. On reste toujours à Mayotte, l'actualité donc de cette semaine marquée également par cet incident à la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, la CSSM, suite au blackout d'EDM. Donc on regarde les précisions de Jean Véron, directeur de la CSSM de Mayotte. Il était l'invité du temps de parole de ce mardi. Nous ne perdons pas d'informations, simplement nous n'avons pas pu travailler parce que nos réseaux étaient coupés. Les agents ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas renseigner à l'accueil. Nous ne pouvions pas répondre au téléphone, notre système téléphonique était coupé lui aussi. Donc nous avons été complètement coupés du monde pendant 3 jours. C'est pas EDM qui est en cause, on sait très bien qu'eux aussi ont eu beaucoup de difficultés et ont fait un gros effort aussi pour pouvoir remettre l'électricité en réseau dès jeudi soir. Il faut travailler avec les différents... il y a plusieurs briques, plusieurs éléments. Il y a l'électricité, effectivement, la qualité de l'électricité qui est en cause. Il y a la qualité de la sécurité, ce qu'on appelle nos onduleurs, qui est en cause. Et puis, il y a un problème d'architecture technique qui fait que nous sommes extrêmement fragiles du fait de l'isolement de Mayotte et d'une construction, d'une architecture informatique qui est particulière. Amdil, quelques heures de coupure qui ont généré 3 journées de paralysie à la CSSM. Est-ce que pour vous, ce genre d'incident ne doit pas forcément, encore une fois, mener à la réflexion sur la manière dont les choses se passent ici à Mayotte ? Il convient de noter tout d'abord que le directeur de la CSSM a précisé qu'il n'y a pas eu de perte d'information. C'est extrêmement important. Parce que vous imaginez, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous imaginez avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir nos cartes vitales. Si jamais des informations avaient été perdues, ça aurait été toute une catastrophe. Maintenant, comme vous l'avez précisé, il faut que en tout cas la structure
EDEM, qui est en charge du réseau électrique ici, fasse beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas le premier blackout. Je pense que cette année, on en est pratiquement à une 3e, 4e. Donc c'est une situation, même s'il convient aussi de ne pas trop tirer sur EDEM parce que j'ai cru comprendre qu'il y a plein de millions qui sont investis pour rénover, pour rendre un peu plus efficient cette problématique de réseau électrique. Donc, mais il convient que EDEM fasse le nécessaire pour que ces situations ne soient pas trop fréquentes parce qu'après, ça peut engendrer des problématiques plus importantes. C'est ici, Hamdil, que s'achève la première partie de cette émission, les rendez-vous de l'info. Je vous retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'info. Nous sommes avec Hamdil Soumaïla. Hamdil, nous sommes chez vous, à Tonzou 2. Voilà, vous avez bien retenu, c'est bien à Tonzou 2. On est bien à Tonzou 2, dans mon village natal, où c'est ici où je suis élu, également conseiller municipal à la mairie de Mamoudzou. Donc Hamdil, oui, on continue à parler d'actualité également avec cet abattoir qui devait voir le jour à Mayotte depuis quelques temps. On en parle depuis des années. Pour l'instant, rien encore n'a vu le jour. On écoute les explications de Camar dans le Faux Journal. On va parler de... l'abattoir. Abattoir, c'est vrai, abattoir. Où est passé ce projet? Ça fait déjà 3 ans que nous autres ici on attend. Où est passé ce projet, mesdames et messieurs? On nous disait, ouais, vous inquiétez pas, vous allez manger de la viande fraîche, c'est juste à côté, elle va arriver très vite, que ça soit bien sûr en quoi ça, que ça soit en bateau, en avion, en ULM, voilà, l'abattoir il est juste à côté, donc on aura la viande fraîche. Tu parles? Ça fait déjà 3 ans on a compris que la viande on l'a dans l'os. Hein. Donc non, mais ça c'est clair et net. Donc, c'est les meilleurs. Hein. Non mais c'est les meilleurs. Ouais, les sans os. Donc on l'a compris. Mais franchement, mesdames et messieurs, vous qui êtes partis signer ces conventions depuis déjà 3 ans pour une coopération régionale qui va permettre aux Mahorais de manger de la viande fraîche. En fait, on a compris que les élus ont signé pour que quand eux iront à Mada, mangent des volées gratuites. C'est ça. Hein. Vous l'aurez compris, c'est la version de Kabar. Je vous laisse maintenant regarder celle de Shakila Youssouf dans ce reportage. Plusieurs voyages ont été entrepris par les élus dans le cadre de la coopération régionale. Mais concernant la proposition d'exporter de la viande de zébu de Madagascar à Mayotte, Saïd Amadi Diraos explique que l'exécutif n'a rien entrepris pour la réalisation de ce projet. J'avais réclamé en 2011 que le budget de la coopération soit dans ce cas-là abondé et qu'on ait au moins 2 500 000 € pour organiser cela. Rien n'a été inscrit de 2011 à 2012. Donc je ne crois pas que l'exécutif avait envie de faire baisser les coûts de la vie à Mayotte, notamment dans le domaine de la viande. L'importation de viande de zébu malgache posait plusieurs problématiques, celle de la construction d'abattoirs à Mayotte. Et pour le ministère de l'Élevage et de la Protection animale, l'important est que la sécurité de la consommation locale réponde à des normes. Si le dossier intéressait l'exécutif, les bêtes seraient là depuis 2012. Mais ça n'intéresse personne, ça n'intéresse que Raos. Parce que je veux lutter contre la vie chère à Mayotte. Et c'est sûr qu'aller chercher un zébu à Madagascar, l'amener à Mayotte, ça coûterait moins cher pour la population. Une coopération qui, pour ce faire, devrait, grâce aux fonds européens, construire un abattoir sur le 101e département. Ainsi, Saïd Amadi Diraos estime à 400 000 € les travaux et un investissement de 1 million d'euros pour l'importation de zébus sur pied de Madagascar à Mayotte. Un projet qui reste pour le moment à l'état de proposition. Un abattoir à Mayotte, des zébus venant de Madagascar, le projet, toujours rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamdil ? Moi, je pense surtout qu'il convient de réfléchir globalement sur la question de la filière. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut importer des zébus à Madagascar, les faire venir ici, les couper pour les vendre moins cher. Ça sert à qui? Ça sert à personne. Donc moi, je pense qu'une réflexion doit être menée au sein notamment de la Chambre de l'agriculture et pour que
on puisse réfléchir dans quelle façon on peut moderniser cette filière ici. Pourquoi il y a des éleveurs ici? Pourquoi on ne s'organiserait pas pour que cet abattoir soit fait? Il faut qu'elle soit faite parce que c'est dans un processus de normalisation. Parce qu'on ne peut plus continuer à Mayotte à égorger des ébus comme ça à même le sol. C'est des choses qui doivent être bannies. Donc il faut qu'on puisse réfléchir à la normalisation. Il faut qu'on construise cet abattoir, mais que ce soit dans une réflexion globale. On ne peut pas seulement se cantonner sur un abattoir. C'est quelle agriculture nous voulons pour ce territoire? Est-ce que c'est une agriculture de masse pour que tout le monde puisse se nourrir de ce qui s'est produit localement ici? Est-ce que c'est une culture qu'on doit permettre d'exporter ce qui doit être produit localement ici? Il faut qu'on ait une réflexion globale sur ces questions, pas seulement sur un sujet, l'abattoir. Parce que cette idée d'abattoir est venue de la grève qu'il y a eu en 2011 contre la vie chère, donc c'est ressorti de là. Donc aujourd'hui, toujours rien. La lutte contre la vie chère continue à Mayotte, et là on a l'impression qu'on va en parler encore quelques temps et rien ne viendra. Donc solution, fausse solution, enfin qu'est-ce... Moi, j'ai toujours préféré je préfère qu'il y ait un emploi qui soit créé et que la personne qui est titulaire de cet emploi-là puisse payer un peu plus cher. Alors que dire, il faut qu'il y ait... Parce que si vous ne travaillez pas et qu'on ait un produit à 1 euro, mais que vous avez 0 € tous les fins de mois, comment vous achetez le produit qui est moins cher, mais qui est à 1 euro? Alors que si le produit est à 50 centimes, mais vous touchez 2 €, vous pourrez acheter le produit. Donc moi, je préfère qu'on parle globalement de structuration, en tout cas de cette filière, ici, pour qu'on puisse créer des emplois localement. J'ai vu des formations de bouchers ici. C'est des choses comme ça qu'il faut encourager. Il faut qu'on structure, qu'on organise, qu'on crée. On doit créer. Donc il faut partir de la base, en fait, c'est ça. Voilà, et donc on peut créer cet abattoir, mais il faut que ça soit dans une démarche globale de structuration de cette filière ici localement pour qu'on puisse créer des emplois. Le plus important ici, c'est les emplois, parce que si on n'a pas de travail, que ça soit à 1 euro, à 50 centimes, si on ne peut pas le payer... Avec une jeunesse comme la nôtre, voilà, ça sera toujours très cher pour quelqu'un qui ne travaille pas. Je continue, Amdil, avec un autre sujet d'actualité que je suis sûre que vous connaissez, ce comité de sécurité qui s'est monté à Mtsapéré avec ses habitants qui sont mécontents et qui veulent, entre guillemets, redonner un peu de calme à leur quartier. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf. Jeunes, moins jeunes, les Mtsapérois étaient venus nombreux pour montrer leur détermination à lutter contre l'insécurité dans leur quartier. Suite à plusieurs cambriolages, ainsi que plusieurs dégradations de véhicules, la population barricadée chez elle se rebelle contre toutes ces attaques. L'appel lancé par le comité de pilotage des villageois semble avoir été entendu. Plusieurs représentants des différentes communautés se sont exprimés. Il aurait demandé de parler à leur entourage pour que chaque parent et chaque jeune comprennent que désormais, personne n'entrera plus chez les gens en toute impunité. Les forces de l'ordre, ils font ce qu'ils peuvent. Mais on sait qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de... La suite n'est pas favorable, en tout cas, à un citoyen lambda. Mais la suite est favorable toujours aux voyous, aux délinquants. Donc justement, nous allons proposer au parquet, au juge des enfants, des solutions qui, ne serait-ce par exemple de faire nettoyer ces enfants-là dans les quartiers. Et puis si maintenant les moyens pour les surveiller n'y sont pas là, nous on peut se mettre à disposition pour surveiller ces jeunes. Cette semaine, plusieurs groupes de 6 personnes vont faire des patrouilles dans leur quartier et commencer à parler aux jeunes, mais surtout aux fauteurs de troubles. Connus, certaines familles vont être sommées de quitter le quartier. Le comité commence à prendre contact avec les propriétaires. Vendredi, le comité va rencontrer les autorités chargées de la sécurité publique. Amdil, on voit que les habitants de Mtsapéré ont pris à bras le corps cette question d'insécurité. Ils veulent s'impliquer eux-mêmes pour que les choses rentrent dans l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, je pense que c'est une problématique aujourd'hui qui est générale et généralisée
à l'ensemble des villages de Mayotte. Le ras-le-bol, il est là. Tout le monde est fatigué. Vous, à Tsunzu, comment ça se passe? Ici, je pense qu'avant même ceux de Msapere, c'est vrai que ça n'avait pas été médiatisé, mais je me souviens, il y a un peu plus d'un an, les habitants s'étaient organisés pour surveiller leur quartier. Donc il y avait des gens, en tout cas toutes générations confondues, qui patrouillaient, donc ça a permis de baisser un peu, parce qu'il faut croire que ces jeunes-là, ils ont quand même peur quand il y a des gens qui essayent aussi de trouver solution. Comme je l'ai toujours dit, la sécurité c'est une affaire de tous. Il faut que chacun, à son niveau, puisse en tout cas s'imprégner de cette problématique et puisse s'investir tout en respectant, parce que c'est important de respecter la loi dans ce domaine, parce qu'on a affaire notamment à des mineurs qui sont protégés par la loi. Donc c'est important que les gens puissent s'organiser pour surveiller. Parce que s'il s'agit de surveiller les quartiers pour qu'on n'ait pas ces vols au quotidien, cette dégradation de véhicules, je pense qu'il faut le faire. Là, il n'y a pas lieu de... Maintenant, s'il y a un jeune qui est attrapé en flagrant délit par exemple, il faudrait qu'on puisse appeler les autorités, même si, ça a été dit dans le reportage, même les autorités, notamment la police, les gendarmes, sont dépassés par ce phénomène, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours une suite judiciaire, parce qu'ils sont là-bas, ils sont amenés au poste, portent plainte, mais le même jeune qu'on a attrapé il y a 2 heures se retrouve en train de voler dans une autre maison. Donc, raison pour laquelle c'est vrai que les gens sont tellement excédés qu'il va falloir très vite qu'on puisse adapter, en tout cas, parce que là on dit souvent c'est des mineurs isolés, qui n'ont pas de parents ici. La plupart, en tout cas plus de 90% de ces mineurs-là sont des mineurs isolés. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'idée de dire c'est des mineurs isolés, on ne peut pas les renvoyer. Il faut que la loi soit adaptée parce que c'est situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Cette question d'insécurité, elle règne un petit peu partout à Mayotte. On a également en fait des personnes qui essayent d'agir de leur côté pour que ces jeunes soient remis, on va dire, dans le droit chemin. C'est l'initiative entreprise par monsieur Jamaldine Swalihi, donc le directeur de la Madrasati de Mtsamboro, qui lui a décidé d'agir d'une façon assez particulière en faisant venir un prédicateur très actif sur le net, donc monsieur Nader Abou Anas, qui sera à Mayotte du 22 au 27 octobre. Les précisions de Shakila Youssouf et de Fred Soleimana. Nader Abou Anas est l'invité d'honneur de leur 4e Majlis annuel. Ce jeune prédicateur s'adresse beaucoup aux jeunes. Il tient la plupart de ses discours sur Facebook et sur YouTube. Les réseaux sociaux sont parmi les moyens les plus utilisés pour passer les messages. Nader Abou Anas parle couramment le français et l'arabe. Il est connu pour son éloquence. Ça a commencé par quoi? Par quoi? Un regard, une parole, un échange de numéros. Et l'homme, qu'est-ce qui l'attire le plus? Le vêtement, le physique de la femme. C'est à travers le site dourou.net qu'il appelle la population mahoraise à venir participer aux différentes conférences organisées à Mtsamboro, Amjago, Mtsangamouji et Tsingoni. Plusieurs jeunes filles qui, en écoutant Nader Abou Anas, changent de tenue vestimentaire. Fahada, qui connaît bien le jeune prédicateur, pense que grâce à lui, elle est restée sur le droit chemin. Si je m'habille comme ça, c'est pour moi et non pour d'autres personnes. Je me disais que ouais, voilà, mon père me dit de m'habiller comme ça parce que c'est lui qui le veut. Du coup, je le faisais pour leur respect. Mais dès arrivé au collège, j'enlevais mes tours, mon foulard et tout ce qui va avec. Mais bon, dans ces vêtements, tu te préserves de plein de choses. Par exemple, des insultes, des gens qui disent n'importe quoi sur toi. Au vu de l'actualité, le sujet peut rapidement devenir polémique. Bon nombre de jeunes filles interrogées estiment que la religion reste une affaire privée et la tenue vestimentaire ne détermine pas le vrai du faux musulman. Votre réaction, Amdil, suite à ce reportage? Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, il n'y a pas une solution pour lutter contre l'insécurité. Il y a des solutions. En 2012, je me souviens, quand on était en responsabilité, nous avons créé le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance. C'est un espace d'échange, de dialogue. Les élus, les associations, les parents, les professionnels du métier, la justice. Donc tous, on se retrouve, les services de l'État, notamment la préfecture, chargée de la cohésion sociale, on se retrouve pour échanger, pour discuter, pour essayer de trouver des solutions. Qu'il
des musulmans qui en tout cas se sentent concernés pour faire appel à un prédicateur pour cet aspect, pour essayer d'inviter les gens au droit chemin, je pense que c'est aussi une solution. Pourquoi pas? Donc j'encourage cette initiative. Aujourd'hui, les cadis doivent se sentir concernés, comme ça a été le cas à Kawini. Voyez, ça a permis les fundis coraniques doivent se sentir concernés. Donc tous ensemble, comme je l'ai dit et je le dirai chaque fois que j'aurai l'occasion, la sécurité c'est l'affaire de tous. Il faut que chacun a une parcelle de la solution. En les mettant ensemble, en y travaillant de concert, on arrivera un jour à des solutions qui en tout cas, qui nous évitera de mettre en place des milices partout pour lutter contre l'insécurité. D'accord, donc Hamdil, on reste dans le cadre de la religion, donc cette fois-ci avec l'Aïd el-Kibir, vous savez que c'était dimanche dernier, donc en petite air, c'était jour de fête, en plus de cette journée de partage et d'amour que représente justement l'Aïd el-Kibir. Donc on regarde ce reportage de Shakila Youssouf. Ce matin-là, plusieurs élèves des madrassas et des écoles coraniques ont récité le Coran pour le plus grand plaisir de leurs parents et des fundis de 8h à midi. L'après-midi s'est tenue la partie culturelle de la fête de l'Aïd. L'ambiance était au rendez-vous, au son des musiques traditionnelles. Toute la journée, les mamans ont valorisé et mis à l'honneur le patrimoine de la culture mahoraise. Habillées de salouva, les hôtesses d'accueil ont une nouvelle fois fait bonne impression et tenu à ce que le public se sente comme chez eux. Les artisans de la petite terre étaient aussi valorisés. Une journée de l'Aïd el-Kabir qui s'est terminée avec du mchogoro. Le rendez-vous pour l'année prochaine est déjà pris. Une journée festive, Hamdil à Mayotte, vous l'avez fêtée ? Bien entendu, comme tout, on ne peut pas vivre en tout cas à Mayotte parce que ça ne s'adresse pas nécessairement aux musulmans. C'est une fête qui est universelle. Donc, mais fête de musulmans. Religieuse. Oui, je sais ce que j'allais dire, fête musulmane d'abord, mais c'est une fête tout court. Donc, comme nous fêtons les veilles de l'an, comme nous fêtons pour certains les fêtes de Noël, donc c'est une fête qui est en tout cas de partage, comme vous l'avez dit, d'amour. Donc, je l'ai fêté avec ma famille. Nous avons partagé un repas. Donc, comme tous les Mahorais, comme tous les gens qui se sentent concernés par cette fête, oui, je pense que ça fait partie de ce qu'il faut. Comme cette convivialité, cette besoin de vivre ensemble, besoin de partager, c'est extrêmement important qu'on puisse préserver ces fêtes-là. Vous l'aurez remarqué, pendant ces fêtes-là, c'est tout le monde, on se retrouve tous ensemble, les après-midi, notamment après Ramadan. Une journée hors du temps en fait. Voilà, donc on se retrouve, on échange, on discute, on joue, les enfants. Voilà, les enfants jouent. Donc c'est un moment extrêmement important où tout le monde est gai, tout le monde est joyeux. Donc c'est extrêmement important de préserver ces fêtes qui finalement permettent à tous ensemble de vivre en harmonie. Donc du coup on voit que là la mairie de Dzaoudi l'Abattoir a fait appel à des associations culturelles pour aussi, en plus de la religion, montrer aussi cet aspect culturel que relève pour eux cette fête. Je pense que nous devons tous prendre exemple. C'est extrêmement important. Ici, c'est vrai que les fêtes ne sont pas nécessairement faites par les municipalités, mais surtout c'est des associations dans les villages qui l'organisent. Donc maintenant, si ça peut permettre à l'ensemble des gens de pouvoir échanger, partager, jouer ensemble, oui, c'est un bon exemple qu'il faut prendre. Donc, on reste dans la tradition, on va dire, avec un sujet qui vous parle peut-être, Hamdil. Vous connaissez les bangas ? Ah oui, bien entendu, j'y ai même vécu. Vous avez pendant quelques années de mon adolescence. Donc ce sujet va beaucoup vous parler. Alors on regarde ces images d'Abi Saïda Dinani de Abbas Alidi. On va vivre la vie à Mayotte il y a 20 ans, des jeunes, la vie des jeunes il y a 20 ans. Voilà. C'est parti.
Ils s'appelleront peut-être Banga Energy ou JC Land. Pour le moment, leur propriétaire ne leur a pas encore donné de nom. Eux, ce sont ces petits espaces d'environ 10 mètres carrés, soit une chambre d'étudiants à Paris. Sauf que le projet de JC est typiquement traditionnel. Ces bangas sont en construction ici, dans les hauteurs de Timkoura, depuis le 29 juillet. Et rien de tel que des amis pour les constructions de ces petits logis. On connaît JC, donc qui est un persévérant. Depuis le temps qu'il me parle de projets de banga qui, au départ, il voulait carrément le faire au bord de la route pour que justement ça ne disparaisse pas. Bon, il l'a fait sous une forme d'association. Bon, ça n'a pas pris parce que bon, il y a des réglementations aujourd'hui qui l'ont bloqué. Aujourd'hui, bon, il le fait dans son terrain à lui. Donc, je pense qu'il faut une vraie, un réel, je dirais pas besoin, mais une réelle prise de conscience de tout le monde pour garder nos coutumes. Et après, bon, en fait, avec ces bangas, je vais essayer de travailler en priorité avec les associations comme Tama et d'autres qui s'occupent de jeunes. Hein. En fait, ça va être un centre, un endroit où les jeunes pourront venir, mais un peu, bon, comme les bangas sont au niveau de la tradition, pour essayer un peu de vivre la tradition, des trucs, la vie d'avant, des trucs comme ça. C'est le projet numéro 1. JC espère une ouverture pour la mi-novembre. Il veut un autre type de tourisme, un tourisme local et accessible. Pour ces bangas, le prix ne dépassera pas les 25 € et les plats proposés tourneront autour de 5 €. On me dit il n'y a pas très longtemps se tenait le 3e salon du tourisme avec comme justement problématique comme viens dormir chez moi. On y répond peut-être ici là, non? Si seulement on pouvait remonter le temps. Je pense que tous, jeunes aujourd'hui, mais un peu plus vieux parce qu'on a pris quelques années, mais on a tous vécu dans ces bangas. C'était un moment d'émancipation, un moment où finalement on sortait du carcan de la maman et du papa. On allait chez soi, donc on devenait un adulte finalement. Dans ces bangas, c'était une tradition qui est derrière. C'était aussi un moment où l'entraide était beaucoup, parce que les bangas, vous voyez les bambous qui sont là, ça fait partie un peu de ce qui constitue le banga, mais c'était des moments où l'entraide était vraiment le maître mot ici à Mayotte, parce qu'un jeune ne pouvait pas contrôler le banga tout seul, donc il y avait les amis, la famille, il y avait tout le village qui venait finalement pour aider le jeune à construire son banga pour pouvoir y habiter. C'est extrêmement important, je pense, c'est une belle initiative qu'il faut saluer et surtout qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner si nécessaire pour que ces projets, pour qu'on puisse aussi, comme je le disais, la priorité ici c'est l'emploi. Un jeune qui crée son emploi à travers parce que là ce sera des bangas qui seront mis en location. Qui seront mis en location. C'est des idées comme ça, innovantes, qu'il faut encourager, qu'il faut aider. Donc moi je soutiens pleinement ce genre d'initiative. D'accord, donc Amdil, on revient maintenant qu'on a parlé de l'actualité, on revient sur la vôtre. Amdil Soumaïla, en tant que représentant départemental de l'UMP, des jeunes UMP, que se passe-t-il à l'UMP? On a vu le retour de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça a marqué le début de nouvelles choses pour vous à Mayotte, ou alors c'est la continuité de ce qui se passait déjà avant? J'espère qu'avec le retour de Nicolas Sarkozy au pouvoir, on en a grandement besoin. En politique déjà. Non, déjà, je suis en train de dire qu'on n'a pas seulement besoin de Nicolas Sarkozy par rapport à notre famille politique, par rapport à la France. Vous voyez-vous l'état de la France aujourd'hui? La France n'est écoutée nulle part ailleurs. On a perdu confiance. Les Français n'ont plus confiance. Les entreprises en France n'ont plus confiance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Donc ça, c'est au niveau national, mais au niveau du département, comme vous dites, vu que vous êtes responsable départemental, qu'est-ce que ça donne? On est déjà en campagne, on est en train de réfléchir, de choisir nos candidats. On est en train de réfléchir et de finaliser le projet pour le département dans son ensemble. Des tournées qui sont organisées jusqu'au mois de novembre prochain. Et là, au 30, on l'espère, très prochain, jusqu'au 30 novembre prochain, nous investirons nos 26, parce qu'il y a 13 cantons, donc ça sera 26 candidats, hommes et femmes. Parité oblige. Parité oblige, donc qui vont porter les couleurs, qui vont porter les idées, qui vont porter les valeurs de notre famille politique. Et Amdil serait-il candidat?
La question à laquelle vous ne pouvez pas échapper, vous en doutez bien. Aux grandes dames de mes supporters, je ne serai pas candidat aux élections cantonales de mars prochain, mais je soutiendrai, comme je l'ai toujours fait, je soutiens pleinement les candidats, les 6 qui seront choisis sur les 3 cantons de Mamoudzou, parce que vous le savez, il y a 3 cantons Mamoudzou, donc on aura 6 candidats, mais je soutiendrai également les autres candidats des autres cantons qui vont défendre nos couleurs dans les prochaines campagnes. Donc nous reviendrons bien évidemment sur tous ces événements à venir avec vous, Amdil notamment. Donc c'est ici que s'achève ce 9e numéro des Rendez-vous de l'info. Je vous dis à demain pour de nouvelles infos.